À quelques jours de ce grand concert à La Cigale, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ben, cool, décontracté. J'essaie de me reposer puisque je reviens des Antilles, il y a un décalage horaire de 6 heures. Donc, j'essaie de me refaire de ce décalage. J'ai pris une semaine pour ça, tout va bien. D'accord. Donc, j'ai fait déjà Marie-Galante et la Martinique. Donc, nous avons déjà l'assurance que le groupe est bon. D'accord. Le groupe est bon et bon, il me reste juste à être en pleine forme et puis voilà. Ouais, ce spectacle-là, qu'est-ce qu'il a de particulier, de singulier? Ah ben il a juste Jocelyne en solo, je crois que c'est ce qui détermine ce spectacle, puisque bon, en général je tourne avec Kassav, que je n'ai pas fait, je n'ai fait qu'un seul concert ici à Paris en solo, c'était l'Olympia, c'était en mai 2011. Donc voilà, ça fait 7 ans, ben je reviens avec un nouveau spectacle, c'est pas le même spectacle évidemment, il y a des chansons qu'on va retrouver parce qu'il y a des incontournables toujours, mais il y a des chansons qu'on va probablement découvrir que je n'ai pas eu l'occasion de jouer en live avec Kassav et que, ou alors qui ont été oubliées dans un fond de CD. Et voilà quoi, donc ça sert un peu à ça. C'est un spectacle d'1h30, 2 heures. D'un peu plus de 2 heures, ça frise les 2h30. Vous serez toute seule sur scène? Toute seule avec 12 musiciens. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile de concilier ces deux carrières en parallèle, je dirais, celle de Kassav, où vous accompagnez le groupe, ce groupe mythique, et quand vous êtes toute seule sur scène? Oui, c'est facile parce qu'en fait, Kassav nous donne en fait le temps libre. Là, on prépare les 40 ans de Kassav, donc Kassav se met en sourdine pour que les gens ne disent pas « ouais, mais je les ai vus le mois dernier ». Donc voilà, donc on reste un an un petit peu en congé sabbatique à préparer tout ça, et donc ça nous permet d'avoir la liberté de faire des concerts en solo. À vos débuts, si on vous avait dit que 40 ans après, le groupe serait encore, existerait encore, est-ce que vous auriez cru? Est-ce que vous l'auriez cru? Ben, j'aurais certainement répondu ce que je réponds toujours, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, évidemment, j'ai jamais pensé que ça tiendrait 40 ans, mais j'ai toujours pensé que ça aurait tenu longtemps. Voilà. Donc, je suis pas... ça s'est fait comme ça. Alors, vous avez beaucoup de groupes qui se disloquent, où il y a des séparations, et vous, 40 ans après, vous êtes toujours là, soudés. Quel est votre secret? Ben, je crois que, comme disait Pierre-Édouard, il y avait d'abord le respect qu'on avait les uns pour les autres, et puis il y avait cette chose qui nous unissait. On avait envie réellement de créer une musique pour que quand les gens écoutent cette musique-là, que les gens ne se disent pas ça vient des États-Unis, ou ça vient d'Amérique du Sud, ou ça vient de je sais pas où, des Antilles, mais se disent ouais, ben, ça vient de tel coin des Antilles, de 2 petites îles, 2 tout petits points. Quand on regarde une map monde, en général, le contour de nos îles n'est pas dessiné. Un point c'est Martinique, un point c'est Guadeloupe, et c'est tout. Donc au moins là, on sait que ça vient de là, que ça a une authenticité, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu ça qui nous liait. Il y avait ce challenge, c'était trouver un style musical qui puisse nous plaire et plaire aux autres ensuite. Donc voilà, on y a travaillé. En y travaillant, on a appris à se connaître. Moi, je sais qu'avec mes copains, j'ai progressé. J'espère que ce que je leur ai apporté leur a permis de progresser aussi. Je crois que ça a été un échange entre nous. On avait vraiment le plaisir de faire ça ensemble. Le groupe n'a pas été créé, c'est-à-dire que Pierre-Édouard ne s'est pas levé en disant bon, je vais chercher un batteur, je vais chercher un pianiste et compagnie. C'était d'abord une idée. Ensuite, cette idée-là, ils l'ont faite réaliser par des gens, des musiciens de studio. Et puis quand le public a commencé à demander que le groupe vienne jouer en scène, il a fallu monter ce groupe. Et ce groupe-là, il a été monté avec différentes personnes, certaines ont été rappelées, d'autres non. Donc c'était ceux qui avaient envie réellement de faire partie d'un groupe de personnes travaillant dans une direction qui sont restés là. Donc forcément, on a eu cet amour pour cette musique qu'on faisait,
mais en même temps, on a appris à se connaître, à s'apprécier et à se supporter, parce qu'on a tous des sales caractères, et que c'est pas évident. La plupart du temps, quand les groupes se montent, on cherche un batteur qui joue bien, on cherche un machin, mais on ne s'occupe pas du caractère de la personne. Et 9 fois sur 10, bon, il y a des conflits de personnes, tout simplement, ou alors, bon, d'autres histoires que j'ignore, mais bon. En général, c'est toujours 2 personnes qui s'entendent pas, et l'ambiance se trouve un peu capote à cause de ça. Et là, dans ce cas-là, c'était des gens qui avaient une certaine souplesse d'esprit pour pouvoir avoir envie de travailler avec l'autre, même sans le connaître au départ. Et je pense que c'est ça qui est un peu la recette de la réussite de Kassav. Oui. Alors, vous êtes un monument de la musique antillaise, au même titre que Jacob Desvarieux et d'autres qui font partie de Kassav. Est-ce que vous êtes consciente du fait que, grâce à vous, aujourd'hui, le monde entier a pu découvrir le zouk, déjà, et les Antilles, qui est, en termes de superficie, une toute petite partie du globe, de la planète. Oui, complètement. Est-ce que vous en êtes consciente de cela? Oui, je suis consciente, justement, je le dis, et je le dis tout le temps. Je dis que justement, ma petite anecdote, c'est une dame que je connais très bien à la Guadeloupe, qui m'a appelée en me disant « Je viens d'avoir deux Japonais chez moi, ils cherchaient une pépinière, ils sont venus chez moi parce qu'ils avaient écouté ta musique, la musique de Kassav. » Donc, moi, je pense que ça a permis aux gens de découvrir. Ça a permis aux gens, en fait, de découvrir le groupe et de découvrir en même temps les petites îles que nous habitons. Voilà. Alors, vous avez rempli le Stade de France, vous allez fêter le 40e anniversaire du groupe très bientôt. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres challenges encore à relever? Oh oui, il y a toujours des challenges à relever. Je suis en train d'essayer de terminer l'écriture d'un livre qui était soi-disant terminé il y a 2 ans et qui n'en finit pas d'être fini. Je le remanie. On y découvre votre biographie? Au départ, je voulais écrire l'histoire de Kassav, mais j'ai été approchée par un éditeur qui m'a dit qu'il ne voulait pas la bio de Kassav, mais qu'il voulait Kassav vu par Jocelyne, c'est-à-dire mon parcours, puis comment j'ai fait pour entrer dans Kassav, et qu'est-ce que j'ai trouvé dans Kassav, et comment je vois Kassav, et comment Kassav fonctionne, etc., etc. En fait, je vais le compléter aussi par toute mon expérience, toute ma façon de penser, comment ça a changé mon regard sur le monde, déjà comment mon éducation a fait que j'avais un certain regard et que vivre avec Kassav, tourner dans le monde de Kassav, a pu faire progresser ce regard et jusqu'à donner ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais simplement parce que je considère que quand on a un micro et quand on a un crayon, donc, et qu'on écrit quelque chose, c'est pour laisser quelque chose aux autres. Et je crois que, bon, j'ai sans doute raté des tas de choses dans l'évolution de mon pays et compagnie. Par exemple si j'ai raté, c'est que je ne sais pas trop ce que j'ai raté. Donc voilà. Donc j'ai dû rater. Je dis j'ai dû rater 2 ou 3 choses parce que quand je vois l'état dans lequel on est, je pense qu'il y a des choses à dire pour tirer des sonnettes d'alarme ou pouvoir faire comprendre, notamment aux artistes, quelle a été la démarche de Kassav et pourquoi Kassav finalement était devenu incontournable. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand on a commencé, on est allé voir évidemment les majors en France, qui, n'avaient pas vraiment prévu de mettre un groupe comme ça dans leur tiroir. Donc, ils nous ont dit, c'est trop route, ça ne nous intéresse pas. On a dit, le monde est vaste, on est parti voir le monde. Et quand on a commencé à faire des scores extravagants en Afrique, là, ils sont revenus nous chercher. Donc moi je dis justement, et c'est quand on fait quelque chose qui nous ressemble, qui parle de nous, qui nous représente et compagnie, c'est suffisamment fort pour que l'autre ne puisse pas avoir envie de dire tu devrais faire autre chose. Et je crois que c'est ce que Kassav a voulu dire à tous les jeunes de chez nous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont au Zénith parce qu'un jour, il y a eu Kassav qui a fait le Zénith, quelque part. Et donc, ils se sont tous dit, on peut le faire aussi. Voilà. Donc, au niveau de la pensée, et pourquoi je me bats pour qu'on ne perde pas notre langue et compagnie, pour qu'on ne se dilue pas et pour qu'on ne disparaisse pas, je crois qu'il faut que je le dise. Même si ça ne sert qu'à 2 personnes, mais ces 2 personnes-là peuvent faire boule de neige ensuite. Voilà.
Alors, le groupe a bientôt 40 ans, votre public a évolué également. Ceux qui vous écoutaient, qui vous suivaient au début, ne sont pas forcément ceux aujourd'hui qui vont dans les salles. Et c'est parce qu'ils se retrouvent, c'est un petit peu ce que vous disiez à l'instant, ils se retrouvent dans ce discours-là, et ils sont peut-être également en quête identitaire et que Kassav brasse et porte tout cela. Ben, je crois que Kassav a apporté ça dans les années 80, quand on a commencé à faire le Zénith. Beaucoup de gens qui étaient là au premier concert ont avoué en fait regarder le concert sur scène, mais regarder aussi autour d'eux. Parce qu'en fait, pour la première fois, ils rencontraient des tas de gens de la communauté qui se retrouvaient là, et puis tous heureux en même temps de voir des gens de la communauté avoir du succès dans une salle qui était quand même, qui paraissait immense et impossible à remplir par n'importe quel groupe de chez nous. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes de chez nous qui réussissent à remplir cette salle-là. Et donc, en fait, à l'époque où on a fait ça, les gens ont commencé à se dire, mais on est une communauté, on est un truc. Et puis, il n'y avait pas que les Antillais, il y avait aussi quelques Africains, il y avait aussi d'autres curieux qui étaient venus ou qui avaient entendu 2-3 morceaux de Kassav et qui en étaient tombés amoureux. Donc, il y a toutes sortes de gens, mais surtout la communauté qui vivait à Paris, les enfants qui sont issus de familles qui avaient émigré à Paris, qui étaient nés à Paris et qui embrassaient donc les Beatles ou Johnny Hallyday comme étant leurs idoles, je veux dire, pouvaient dire enfin, parce qu'ils n'adhéraient peut-être pas à ce que leurs parents leur donnaient comme référence musicale, au moins là, avec Kassav, ils avaient cette espèce de fierté de dire, mais moi j'ai Kassav. Voilà, il y a ça. Donc il y avait justement un réveil identitaire qui s'est fait là. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de réveil identitaire. Je ne dis pas que les gens viennent voir Kassav parce qu'il y a une identité ni un truc. Je crois qu'ils ont déjà dépassé ce truc-là, quoique jusqu'à aujourd'hui, il faudrait quand même revoir certains points, voilà. Mais je veux dire, les gens qui ont aimé Kassav, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont abandonné Kassav. Il y a plutôt des nouvelles personnes qui viennent. Et si on ne remplit pas plus qu'avant, c'est peut-être parce que ceux qui ont nos âges ne sortent plus. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore des gens qui ont 40 ans, qui ont 60 ans, qui viennent voir Kassav. Et il y a des enfants et des jeunes qui viennent voir Kassav aussi, et voilà, parce que leurs parents ont écouté, ou parce qu'ils ont entendu des titres et qu'ils ont succombé, voilà. Alors, Jocelyne Béward, c'est une voix, c'est une présence sur scène, mais c'est surtout, en fait, cette voix qui vous emporte et par laquelle beaucoup d'émotions sont véhiculées. On vous voit rarement jouer un instrument. Est-ce que c'est un choix ou vous avez toujours fait le choix de vous focaliser surtout sur le chant? J'ai appris le piano classique. Donc, comme on dit, je choque un peu le piano quand il s'agit de nos musiques, quoi. C'est-à-dire que je vais plaquer des accords, je suis incapable de jouer. Donc, si je dois faire une petite phrase comme ça, peut-être que je vais la faire. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi, je leur laisse la place. D'accord. Je pense que oui, chacun sa place. Et j'estime que bon, rares sont ceux qui soient de véritables génies pour pouvoir tout faire, d'accord? Donc moi je dis que c'est pas la peine de faire à peu près. Si on le fait, il faut le faire bien. Donc des gens le font bien, je les laisse faire. J'ai joué également un peu de guitare, j'ai appris toute seule parce que comme je pouvais pas avoir un piano quand j'étais étudiante à Caen, fallait l'acheter, j'avais pas les moyens. Donc j'avais acheté une guitare, j'avais fait un job et mon premier salaire, je l'ai dépensé directement une guitare sèche. Alors des copains qui étaient là, qui jouaient de la guitare, m'ont appris à faire des accords. Donc ça m'est arrivé de jouer un petit peu de guitare, mais pas suffisamment pour aller encore en scène et prétendre m'accompagner à la guitare. Ça viendra peut-être, puisque moi je dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous avez toujours voilà. de nouveaux projets. Mais toujours. Alors, pour ce public francophone qui nous regarde partout grâce à Internet, ça va être peut-être un scoop. Mais je vous le demande quand même, est-ce que vous pourriez nous parler de vos débuts au sein de Kassav? Comment Ah non, ça c'est carrément pas un scoop. Je crois que ça fait 40 ans qu'on en parle. Comment vous l'avez intégré le groupe? Ben, on m'a appelé. J'avais un téléphone, il sonnait et on m'a appelé. Et puis j'ai fait des chœurs. Bon, après ça, j'étais prise avec les Gibson Brothers, puis Bernard Lavilliers. Donc quand j'ai enfin été libre en 83, ils m'ont rappelé et là je suis restée. J'ai pas quitté le groupe.
Très bien. Alors, on va donc, pour clore cet entretien, revenir sur ce concert à la Cigale dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise lors de cet événement? Alors, si je dois vous donner les surprises, ça ne sera plus de surprises. Je sais. Donc, les surprises, il y en aura peu, Ouais. parce que la Cigale, c'est petit. En Martinique, j'ai eu une danseuse soliste qui fait de la danse africaine et du goka et de la danse moderne, qui avait fait un solo sur le solo de batterie, un solo de danse. J'avais une troupe de danseurs également. Ils étaient 6 danseurs. Je ne peux pas les avoir parce qu'il n'y a pas l'espace pour ça. Okay. Qu'est-ce que j'avais encore comme autre surprise? J'avais 3 tambouillés. Je ne peux pas les avoir. Donc, il ne restera qu'une seule surprise dont je ne vous parlerai pas. D'accord. Pour que les gens soient sous le charme. Voilà. Très bien. Mais la grande surprise, c'est Jocelyne en solo. Voilà. Très bien. Quels sont vos projets, Jocelyne Berroir? Bien évidemment, le 40e anniversaire de Cassav dans quelques mois. On ne peut pas encore préciser la date. Alors, comme je vous l'ai dit, l'écriture, la fin de l'écriture de livre. Voilà. Et puis, bon, j'ai d'autres demandes, mais qui pour le moment sont confidentielles puisque rien n'est signé, rien n'est acté. Donc, je ne vais pas dire que. Voilà. Ce sont des choses qui se préparent, mais enfin, je pense que déjà écrire un livre, préparer les 40 ans de Cassav, ça remplit bien la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que vous procure la scène? Est-ce que vous pourriez vivre hors de la scène? Maintenant que je connais la scène... Quand vous y êtes, qu'est-ce que cela vous procure? En fait, est-ce que je pourrais vivre hors de la scène? Oui. Oui, parce que bon, je m'ennuie jamais. Moi, je fais de la peinture, je fais de la photo, je fais des tas de choses. Okay. Donc, je peux vivre sans la scène, mais je crois que j'aime ça, trop ça, pouvoir décider d'arrêter. Je pense que je vais peut-être arrêter. C'est un don du ciel, cette voix que vous avez, cette façon de chanter. Même si c'est un don du ciel, il faut travailler ça. D'accord. Voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose que j'aimais. J'aimais l'art en général. J'aimais la peinture, j'aimais dessiner, j'aimais faire toutes ces choses-là. Et puis j'aimais chanter parce qu'il y a toujours eu de la musique qui braillait dans la maison, quoi. Et que mes parents nous ont appris à aimer la musique de chez nous. Et puis que dans leur discothèque, j'ai découvert toutes sortes de musique, le jazz, la musique africaine avec Myriam Makeba, la salsa avec Celia Cruz, le gospel avec Mahalia Jackson. Et puis la musique française, puisque la radio, toute la journée, nous balançait enfin à l'époque de ma jeunesse, on entendait énormément de variétés françaises. Donc j'ai toujours chanté, mais j'ai chanté en dilettante, j'ai jamais pensé en faire mon métier. Par contre, être décoratrice ou styliste et compagnie, oui, j'y ai pensé. Maintenant... vous aviez d'autres cordes à votre arc. J'ai plein de trucs. Et puis d'autres carrières artistiques. Complètement, et puis je m'ennuie jamais, donc j'ai toujours quelque chose à faire. Même à une époque, je voulais faire des chaussures, des boucles d'oreilles. Moi, je veux dire, voilà, je peux effectivement vivre sans la scène, mais j'aime ça. D'accord, oui, ça se sent donc, également. Même si je dois m'asseoir sur un tabouret pour chanter du jazz, je vais le faire. D'accord. Ouais. Radio Mayouri Campus est la première radio universitaire de l'Outre-mer installée au cœur de l'université de Guyane. Nous avons comme pour public les jeunes, les étudiants. Nous faisons de la transmission du savoir. Et comme je le demande à beaucoup de nos invités, c'est un message à ces jeunes, pour beaucoup qui se cherchent et qui ont des perspectives qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous qui êtes connu aujourd'hui à travers le monde grâce à la musique et parce que également vous vous êtes donné, j'imagine que ça a nécessité beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Oui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vais dire un truc, je pense qu'ils ont déjà entendu ça plusieurs fois, mais je vais le redire. Il faut d'abord chercher qui on est, sans se mentir, et surtout en ne laissant pas les autres dire qui vous êtes. Parce qu'on peut facilement vous tromper. Alors, chercher qui on est, c'est déjà connaître son histoire. Quand on connaît son histoire, il faut se débarrasser de la haine, il faut se débarrasser des ressentiments, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe dans nos têtes. Et pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce que justement, si on se pose des questions, parce qu'un Français classique sait qui il est. Il a ses ancêtres, il a son histoire et compagnie. Chez nous, on nous a balancé d'autres histoires qui ne sont pas totalement les nôtres, qui sont un petit peu les nôtres, et on ne nous a surtout pas balancé la nôtre. Donc il faut d'abord chercher la nôtre. Quand on a trouvé la nôtre... Nos ancêtres sont des Gaulois, par exemple. On l'a entendu.
Oui, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. D'accord. Donc, je dis j'ai perdu mon fil là dans cette affaire. Désolé. Pas grave. Donc, il faut qu'il cherche qui il est, qu'il se débarrasse de la haine et qu'il comprenne que, en fait, nos cerveaux, quelque part, ont été un petit peu façonnés pour qu'on ait un désamour de ce que nous sommes. Donc, il faut réapprendre à s'aimer, réapprendre à redécouvrir l'héritage qu'on a au niveau culturel, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau de la musique et plein d'autres choses. Parce que c'est ça qui est notre force. Et c'est ça qu'on doit développer. Alors, il y a un truc, c'est que c'est pas une histoire de laisser le traditionnel pour aller vers le moderne, parce que 9 fois sur 10, le moderne veut dire on prend quelque chose qui existe ailleurs, on le met dans notre musique et on se dit que comme on ressemble plus à un Américain, on est moderne, d'accord? Être là, up to date, c'est-à-dire créatif. C'est-à-dire qu'à partir de son truc, essayer de ressentir qu'est-ce qu'on a envie de raconter à partir de ce qu'on a. Voilà. Donc c'est un peu ça, parce que c'est la plus belle chose qu'on a à offrir au reste du monde, c'est qui nous sommes. Voilà. Ouais. Et que ce qu'on a n'est pas plus pauvre que ce que l'autre a. Ce que l'autre a, il l'a valorisé. Valorisons ce que nous avons. C'est tout. Que dire après ce message? Merci beaucoup, Jocelyne Berroy, de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, très bon concert à vous. Merci. Le 16 juin à la Cigale, à Paris. Merci, à bientôt. Merci à vous. Et j'espère venir en Guyane. On vous attend. Avec ce concert. On vous attend.